Bonjour Paul, bonjour John. Salut Laurie, salut Paul. Comment ça Salut va? à tous les deux. Ça va très bien. Ça va bien aussi. Ça va super. Alors aujourd'hui, John, toi et moi, on reçoit Paul Charon, cofondateur d'Hommage. Je vais présenter brièvement la boîte. Hommage, c'était une start-up de dépôt-vente en ligne lancée en 2021. Le principe d'Hommage, c'était de faciliter l'achat de vêtements de seconde main entre particuliers en gérant toute la logistique un peu relou, quoi. En gros, les particuliers envoyaient leurs vêtements, la plateforme se chargeait de trier, de faire les photos, de la vente, de l'expédition, en reversant une commission aux vendeurs et vendeuses. C'est ça? Exactement. Le tout en promouvant et facilitant l'économie circulaire, donc du coup en permettant aux consommateurs et consommatrices de miser sur l'existant et de stopper l'achat du neuf à tout bout de champ, sachant que c'est un fléau quand même dans la mode. Alors aussi sympa et surtout utile soit ce projet, vous l'avez sans doute remarqué, j'en parle au passé parce qu'il n'est malheureusement plus d'actualité. En 2024, Hommage est placé en redressement judiciaire, comme 9 startups sur 10, et finit par être liquidé avant ses 5 ans d'existence. Paul, merci d'être parmi nous. Alors tu le sais pas, mais on a plusieurs points en commun, dont un qui est celui de la liquidation judiciaire. J'ai commencé moi dans le boulot en allant moi-même liquider la boîte dans laquelle j'avais été embauchée quelques mois auparavant. Pour cause, j'ai reçu aucun de mes salaires. Cool. Bonne Dommage. ambiance. Et en fait, j'en parle parce que les salariés étant des créanciers, c'est aussi possible en fait d'aller soi-même au tribunal de commerce pour demander la liquidation de la boîte. Et j'en parle pas très souvent publiquement parce que en fait, j'ai l'idée tenace et idiote qu'il ne faut pas parler de ses coups durs et de ses échecs. Et c'est très justement pour démystifier tout ça que j'ai souhaité t'inviter aujourd'hui. J'en profite une nouvelle fois pour te remercier d'avoir accepté notre invitation et surtout de nous partager ton expérience. Tu portes une parole rare en tant qu'entrepreneur et tu as même fait un boulot d'informateur en documentant ces liquidations, notamment sur LinkedIn. Paul, ce que je te propose dans cet épisode, c'est de contribuer à porter ton message en faisant une sorte d'autopsie du plantage. On va se focus sur 2 obstacles que tu as rencontrés, comme la question du recrutement ou encore la rapidité à prendre des décisions importantes. Des points qui nous parlent à John et moi, sur lesquels on a aussi rencontré des douleurs. Ouais, je pense que tout le monde rencontre ces douleurs. Et je pense que c'est en effet des points qui concernent pas mal d'entrepreneurs et entrepreneuses. Donc ensemble, en fait, on va tenter de comprendre ce qu'on peut faire de mieux et tout en rappelant que l'échec, ce n'est pas qu'une fin. La craindre, c'est le meilleur moyen de rester à ne rien faire et qu'il n'y a que les personnes qui ne tentent rien qui ne ratent jamais. Est-ce que ça te va, Paul? Ouais, ça me va très bien. T'es chaud, John aussi, c'est bon? Je suis chaud. Bon, alors dans cette première partie, on va aborder ce qui est la partie recrutement. Tu m'en as parlé, notamment tu m'as parlé d'un biais d'optimisme et je trouvais ça assez sympa d'aller aborder ce point-là sous cet angle-là. Donc je rappelle, vous avez lancé Hommage en 2021. J'imagine que toi, tu es porté par tes convictions écologiques. Ouais. Et donc tu t'inscris dans un projet impact. D'économie circulaire. Je le disais, dans un secteur de la mode qui est pollué par la fast fashion et maintenant l'ultra fast fashion. Et enfin voilà, on se demande même où ça va s'arrêter. C'est en 2023 que tu lèves des fonds. Nous, on a d'abord levé des fonds en 2021, donc Ok. un pré-seed. D'accord. C'était après, donc en gros on a déposé les statuts en juin, fait un premier test, donc un proof of concept sur juillet et sur août. Donc là l'idée c'était de vérifier en fait que l'intuition qu'on avait elle était la bonne, à savoir que on voulait proposer un service gant blanc tout compris aux vendeuses, et on voulait vérifier qu'elles en avaient vraiment besoin, en tout cas qu'il y avait des personnes qui se reconnaissaient là-dedans, et on a eu un espèce de raz-de-marée de vêtements, donc on a senti qu'on avait touché un truc assez fort du côté des vendeuses. Et on voulait aussi set up une boutique en ligne et commencer à vendre ses vêtements, toucher les premières acheteuses. Et c'est assez marrant parce qu'en fait, quand tu le regardes a posteriori, c'est toujours plus facile de refaire le match. Mais on a eu très peu de difficultés à sourcer beaucoup de vêtements sur cet été et pas mal de difficultés à les vendre. Ouais. Et c'était finalement assez représentatif de ce qu'allait être l'histoire d'Hommage sur les prochaines années, à savoir jamais de difficultés à recruter des vendeuses, trouver des vêtements, les bons types de vêtements, les bonnes marques, la bonne qualité, etc. Ça, on n'a jamais eu de problème parce qu'on avait un service qui s'adressait exactement au pain point des vendeuses, et aussi parce qu'il y a tellement de fringues en circulation que en fait c'est pas si dur que ça de mettre la main sur des vêtements en bon état. Mais voilà, on commençait, donc en gros on a lancé cette machine sur juillet-août, et après nous en fait très concrètement ce qu'on faisait avec mon associé, c'est qu'on allait chez les nanas récupérer les vêtements,
vêtements, on mettait ça dans des gros sacs, c'était pas un entrepôt, c'était un espèce de garde-meuble dans lequel on avait essayé de choper le seul garde-meuble de Paris où il y a du Wi-Fi. Parce que sinon, c'est des trucs de stockage, il n'y a pas de Wi-Fi, tu vois. Ouais. Et donc là, nous, on avait besoin du Wi-Fi parce que les fringues, on faisait le contrôle qualité nous-mêmes, on les prenait en photo et tout, et on mettait ça dans notre base de données sur notre site. Et ça, tu peux faire ça 2 mois. Ouais, mais et après, il y a un t'as moment, dû recruter, quoi. Voilà, après, il faut recruter. Et on avait juste mis je crois qu'on avait mis 10 ou 15 000 euros chacun, et ça nous emmenait pas super loin. Donc en fait, pour pouvoir recruter, on s'est dit, on a le proof of concept, on va lever des fonds, on va faire une levée de fonds rapide, donc on l'a fait en obligation convertible, c'est un peu technique, mais ça pour dire qu'on n'a pas ouvert notre capital tout de suite. On a proposé à des gens d'acheter le droit de plus tard souscrire à des actions chez nous, et ça nous a donné, alors je vais dire tout de suite, non, ça a quand même pris 3 mois, mais on a levé 550 000 euros à ce moment-là, ce qui nous a permis d'enclencher pas mal de recrutement. Donc on a recruté d'abord une styliste, Manon, qui est ensuite devenue notre directrice de création, et parce que nous on venait pas du tout de la mode, donc on se dit on se lance dans un projet où faut prendre en photo des fringues, décider ce qui est joli ou pas, les mettre en valeur et tout. Enfin, on était complètement à l'ouest de ce point de vue-là. On est 2 ingénieurs avec mon associé Marine, et ensuite, on a recruté un CTO parce que sur la partie technique, on savait qu'on allait avoir pas mal d'enjeux. Et donc, on avait identifié ce besoin-là. Donc, Valentin. Laurent qui nous a rejoint en tant que growth, donc pour s'occuper de toute la partie marketing de croissance, paid marketing. Et Inès qui nous a rejoint en tant que chef de projet opérationnel. Et là, donc, pour aider Marine à structurer toutes nos opérations, les flux entrants de vêtements, l'entrepôt, les flux sortants. Et ça, c'était les personnes qu'on a embauchées tout de suite en CDI. Et on a aussi rapidement eu besoin. Et on a toujours eu en fait cette dichotomie, ces 2 types de profils chômage, à savoir des personnes sur des rôles classiques de start-up, marketing, growth, tech, opération, et aussi des personnes qui travaillaient au studio photo et à l'entrepôt. Donc c'est des typologies de jobs très différents. À l'ancienne, on dirait un peu col bleu, col blanc. C'est un peu ça dans les faits, parce qu'on a des jobs peu qualifiés, sur des petits salaires, avec des jobs beaucoup plus répétitifs, à très forte valeur ajoutée pour la boîte, mais qui sont des boulots plus compliqués, dans lesquels les profils sont pas du tout les mêmes, le turnover est pas du tout le même, etc. Et ça, donc rapidement, on avait une petite équipe de 3-4 personnes qui géraient les flux de vêtements, donc quand je dis le studio, c'est faire le contrôle qualité sur les vêtements, prendre des photos et renseigner les attributs de la fiche produit. Et ensuite, l'équipe entrepôt, donc là, c'était je mets les vêtements au stockage, et quand il y a des commandes, je prépare les commandes, je les envoie. Donc là, en fait, parce que c'est un truc que tu dis assez régulièrement, c'est que tu as beaucoup embauché et peut-être un peu trop. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant tout ce temps, donc tu as eu 4 personnes au staff, disons, et en fait, tu as trop embauché. C'est quoi la proportion? Ouais, alors ça, c'est une lecture que j'ai a posteriori, de me dire que finalement, est-ce qu'on n'avait pas trop recruté? Mais c'était pas tellement sur les jobs moins qualifiés au studio photo, etc., qu'on a trop recruté, parce que ça, c'était nécessaire pour absorber le flux de vêtements entrants et pour accompagner la croissance de l'activité. En revanche, je pense qu'on s'est équipé je pense qu'on a rapidement eu une équipe de gens seniors, très compétents, avec du coup des bons salaires qu'on était capable de payer parce qu'on avait levé des fonds, et ces gens-là, vraiment, et en plus c'est des amours, quoi. On s'entend hyper bien et toujours aujourd'hui, et ils ont beaucoup apporté à la boîte, mais je pense aussi que ils avaient chacun leur périmètre, ils étaient autonomes, ils avaient les mêmes valeurs que nous, ils avaient envie d'avancer, et donc on avait des projets qui partaient dans tous les sens, chacun un peu en autonomie, lançait des trucs, et je pense que ça a un peu contribué à ce qu'on perde le focus. Ça a dilué notre attention avec Marine en tant que cofondateur. On a lancé plein de trucs à droite à gauche. Peut-être mon analyse a posteriori, c'est de me dire qu'il y a probablement pas mal de moments où on s'est un peu égaré. On aurait dû se focaliser sur un truc qui est globalement trouver ton product market fit, et donc on savait qu'on l'avait à moitié, on savait que les vendeuses, on avait le bon service pour elles, et que ça marchait super bien, mais on voyait qu'on galérait sur les acheteuses, et probablement on aurait dû mettre tous nos efforts dans cette bataille-là, et peut-être qu'on se serait rendu compte quand même que ça n'aurait pas marché, et donc on aurait pris des décisions peut-être un peu plus tôt, mais là on tentait plein de trucs à droite à gauche, et puis en fait chaque personne rapidement se disait moi j'ai lancé plein de projets, j'ai plus de temps pour m'en occuper, donc il
me faut un stagiaire, il me faut machin. Et donc, en fait, rapidement, tu te retrouves avec une boîte de 15 personnes, alors que tu fais pas beaucoup de chiffres. Mais voilà, tu es un peu pris dans un truc où tu te dis... Pour développer, tu as besoin de... Pour développer ma boîte, c'est normal, je me suis staffé pour la croissance à venir. Et donc, j'ai une équipe... au début, vraiment, ça nous est arrivé une fois ou deux de nous dire avec Marine, c'est vrai qu'on est quand même pas mal pour quand même pas beaucoup de chiffres pour l'instant. Mais bon, après, on se disait... En soi, c'est juste qu'on est prêt pour la prochaine phase de croissance et on a relativement peu recruté par la suite. Mais en fait, dès le début, on était beaucoup. Et beaucoup de gens, ça veut aussi dire beaucoup de cash burn. Donc pour une boîte comme nous qui était structurellement déficitaire, ça voulait dire qu'on cramait pas mal d'argent tous les mois. Mais c'est aussi le modèle des startups de se sizer très très vite. Ouais, je suis en d'accord. En tout cas, c'est l'image que j'en ai. Je suis d'accord, mais... c'est aussi le modèle des startups d'avoir entre 5 et 9 boîtes sur 10 qui finissent au tapis, tu vois. Donc, je suis d'accord. Moi, peut-être qu'il y en a certaines pour lesquelles ça marche, et peut-être que pour que ça marche, il faut ça, mais je pense que moi, si c'était à refaire, on essaierait peut-être de plus faire nous-mêmes pendant un certain temps avec Marine pour... essayer idéalement d'aller plus loin dans le product market fit, donc être certain que ce qu'on proposait en termes d'offres, la manière dont on le marketait, les personas à qui on s'adressait, d'avoir bien craqué ce truc-là. Et honnêtement, c'était très dur du côté des acheteuses. Donc je ne sais pas si on aurait eu des certitudes, mais peut-être qu'à force de galérer nous-mêmes, on se serait dit OK, il faut tenter autre chose, il faut tenter d'autres modes de distribution, il faut peut-être tenter des partenariats, peut-être que des... Voilà, tu vois. J'allais te poser la question parce qu'en fait, tout à l'heure, tu nous expliques que, à ta grande surprise, tu as sourcé des vêtements assez facilement. Ouais. Mais par contre, tu avais beaucoup plus de difficultés dans la commercialisation. C'était lié à quoi, justement ? Alors, je reprends un truc, à ma grande surprise. Oui, un peu, parce que en fait, dans ce milieu-là, sur lequel on s'était beaucoup renseigné avant, l'économie circulaire de manière générale et la seconde main, il y a généralement un problème de supply. Donc, ça veut dire que tous les acteurs... En fait, tu regardes les pubs Vinted, par exemple, c'est si tu ne le portes pas, vends-le. Jamais ils ont fait une pub pour les acheteurs. En fait, c'est toujours un jeu de supply. Et nous, on avait discuté avec Celency, donc qui fait une plateforme qui fait des meubles de seconde main. On avait discuté avec d'autres acteurs qui s'étaient lancés sur ce segment et tous nous avaient dit le nerf de la guerre, c'est la supply, c'est la supply, c'est la supply. Et nous, on s'était dit OK. Donc nous aussi, donc on se focalise là-dessus et zéro difficulté et bon, ça n'a pas non plus été super lisse, mais globalement c'est le truc qui a toujours super bien marché. Donc nous on s'est dit ok, ça c'était un truc dur et nous notre modèle permet de le résoudre facilement, donc on a un avantage concurrentiel. Un avantage concurrentiel par rapport au marché. Donc on s'est dit cool. Ensuite on nous a beaucoup mis en garde sur les opérations physiques, donc ça c'est le traitement des vêtements, le stockage, l'entreposage et tout, c'est des choses qui coûtent cher, c'est pas très scalable, c'est-à-dire plus on grossit, plus il va y avoir de coûts fixes parce qu'il va falloir un grand entrepôt, machin, plus il va falloir une équipe nombreuse pour traiter les flux de vêtements. Mais en fait comme mon associée elle est super forte en opération, parce qu'elle a fait ça dans sa boîte d'avant et dans ses 2 expériences d'avant, donc en gros elle avait 7-8 ans d'opération derrière elle, elle voyait très bien comment il fallait structurer l'entrepôt, le studio et tout, et ça c'est un truc qu'on a réussi à garder vraiment sous contrôle et on était aussi rassurés de ce point de vue-là. Et là où en revanche on pensait pas à galérer, parce qu'on s'est dit on arrive avec une proposition de valeur pour les acheteuses super qualitative. T'imagines en seconde main, quand c'est le monde où il y avait que Vinted, toi tu arrives en disant j'ai des vêtements, ils sont inspectés par des pros, certifiés impeccables, toujours 2 fois moins cher que le neuf, avec la même expérience qu'une boutique e-commerce d'un vêtement neuf, mais en fait ça reste de la seconde main, donc c'est mieux disant d'un point de vue environnemental et c'est quand même nettement moins cher. On s'est dit il ne devrait pas y avoir de sujet de ce point de vue-là. Et en fait, tu te heurtes à la réalité du marché qui est beaucoup plus concurrentielle que ce qu'on pensait. En fait, déjà, il y a un problème dans le neuf. Et la seconde main, ça dépend du neuf. Parce que tous les vêtements de seconde main ont été des vêtements neufs à la base. Et le marché du neuf, il a évolué vraiment dans le mauvais sens. Alors techniquement, c'est 30 dernières années. Après, si tu regardes un peu plus récemment, à partir de 2015, 2017, et avec l'avènement de l'ultra fast fashion, il y a eu tellement de volume mis sur les marchés que le vêtement, en fait, les gens, ils veulent plus le payer ça cher. Il a perdu la plus valeur, du tout. Ça, c'est devenu une commodité, en fait. Tes fringues, c'est des trucs que tu peux acheter par dizaines pour pas cher, qu'après tu mets, je sais pas où, sur Vinted ou autre, et puis tu sais que tu vas pas gagner beaucoup d'argent dessus, mais c'est pas grave parce qu'en racheter des nouveaux, ça coûte pas cher non plus. Et ça, en fait, c'est vraiment ancré dans la tête des gens maintenant, et donc payer des vêtements chers en seconde main, ça n'existe pas. Et Vinted a aussi accéléré ce truc-là parce qu'il concentre une telle proportion du marché de la seconde main, c'est 60% sur la mode en volume,
Et ils ont une politique qui pousse les vendeurs à baisser le prix. Ils prennent pas de commission sur le vendeur, donc ils disent dans tous les cas baisse pour que Ça parte. Pour que ça parte. Ouais. Et du coup, pareil, ça continue de mettre dans la tête des gens que tu peux négocier, que c'est pas cher et que voilà, c'est une commodité quoi. Ça se trade en ligne. Et nous, on arrive avec un modèle plus serviciel. Donc tu dis, tu as des équipes qui vont regarder le truc, tu as une jolie expérience client, machin et tout. Je peux pas proposer un prix bradé, sinon moi ça tient pas. Voilà, on gagne pas notre vie. Et nous, on s'est dit, on va se différencier aussi par l'offre. On a les services et on a aussi l'offre, c'est-à-dire qu'on aura une sélection avec de la curation. Donc des marques que nous, on a choisies parce qu'elles sont qualitatives, parce que les gens les aiment bien, parce que les fringues sont jolies et tout. Ouais. Et du coup, tu vas être sûr en venant chez nous de trouver des trucs qui te plaisent sans avoir besoin de trop fouiller. Mais en fait, ça, c'est pas super valorisé par les clientes. C'est-à-dire que c'est pas si dur de fouiller sur Vinted. Tu mets tes filtres, Cézanne, robe, machin, truc, tu vas trouver des produits un peu comme les nôtres. Ça se professionnalise vachement sur Vinted aussi. Donc il y a des gens qui prennent des jolies photos et tout. C'est moins le bordel qu'il y a 10 ans. Et chez nous, c'était un peu plus cher. Et donc en fait, si tu trouves les mêmes produits sur Vinted et qui sont moins chers, pourquoi est-ce que tu viendrais chez nous ? À part si tu as une adhérence hyper forte à la marque, à la plateforme, au projet et tout. Du coup, vous avez mis beaucoup d'argent en plus dans le marketing et tout exactement. ça pour augmenter pour faire venir les gens, tu finis par dépenser des sommes assez folles en market et à te casser la tête, à trouver des trucs, des idées de plus en plus ingénieuses. Et c'est là où en fait on avait beaucoup de gens qui bossaient sur ces sujets-là. Donc Laurent dont j'ai parlé, mais après on a recruté plus tard, après la levée de 2023, Mathilde qui était directrice de la marque et de la communication. Ça c'était des sujets pareils que moi je maîtrise pas super bien et j'ai l'impression qu'il fallait que je me fasse épauler. Mais Mathilde c'est un profil senior qui avait déjà 15 ans d'expérience. Et donc en fait tu te retrouves à tous essayer de réfléchir à ce problème qui en fait je pense était insoluble. C'est pas avec comme ça qu'il fallait le prendre. C'était insoluble. Je pense que de la manière dont on essayait de le résoudre, c'était insoluble. Il fallait essayer autre chose. On avait eu quelques tentatives dans le retail physique. On a fait un pop-up store aux Galeries Lafayette. On avait fait un autre pop-up store à Beaugrenelle et tout. Ça, c'est des trucs qui avaient super bien marché, en particulier aux Galeries. On n'avait pas envie de faire ce métier, on n'a pas envie de faire de la distribution physique, c'est un autre monde. Tu dois gérer des horaires de dingo, des vendeuses qui parfois sont pas là, machin, des problèmes de vol, des problèmes de... C'est un autre métier et nous on s'est dit, ok, ça a super bien marché, mais pas pour nous. Mais en fait, dans les faits, quand tu t'implantes au bon endroit, à savoir dans un magasin qui draine déjà du trafic ou dans une rue où il y en a, etc. Tu vends. Tu vends et il y a des modèles. Et en fait, je le dis, c'est même pas des hypothèses que je fais, je sais qu'il y a des modèles de seconde main qui s'en sortent aujourd'hui. C'est quand même assez rare de pouvoir dire ça. Et il y en a une partie qui a des boutiques physiques. Donc je me dis peut-être qu'on aurait dû creuser ça. Un autre truc qu'on aurait pu creuser, c'est une distribution intermédiaire en disant on va pas faire venir les gens sur homage.fr parce que ça coûte trop cher en pub pour faire venir le trafic, pour convertir les gens. Nous, c'était pas compatible avec notre modèle économique. Mais en fait, on aurait pu trouver des partenaires pour distribuer nos vêtements. Alors on l'a un peu fait. On a été le plus gros vendeur pro sur Vinted pendant longtemps. On a bossé avec La Redoute, on a bossé avec The Braderie et tout, mais c'était un peu timide. Et peut-être que c'était pas les bons partenaires. Peut-être qu'il aurait fallu aller chercher des partenaires qui avaient déjà des points de distribution physiques aussi. En fait, il y a 70-80% de la mode en France, aujourd'hui, elle est encore vendue en magasin. Donc ça, c'est un peu un truc qui nous a échappé. Donc tu te dis, tu vois beaucoup les classements des sites e-commerce dans la mode, lesquels sont les premiers, Vinted par rapport aux neufs et tout. En fait, la vérité, c'est que ces classements, ils occultent l'immense majorité des vêtements qui sont encore achetés en magasin. En fait, quand je t'écoute, je trouve que tu as une vision hyper claire de ton business. Et mon interrogation, c'est cette vision-là, elle est venue au fil de l'eau ou elle est venue à partir du moment où ça s'est arrêté, tu as pu faire un post-mortem et la vision, elle est venue là. Ouais, un peu des... Je pense qu'il y a 20% du truc qui s'est construit petit à petit et 80% qui est venu à partir du moment où on a commencé à être dans la merde. Oui. Parce que là, on a pu prendre vraiment du recul par rapport à... On a pu sortir la tête du guidon, en gros, de l'opérationnel et de les chiffres du mois prochain, du trimestre prochain, machin, et de courir après de la croissance et tout. Là, à un moment, quand c'était sûr qu'on allait se prendre le mur, d'un coup, le rythme, il ralentit. À partir du moment où tu rentres en redressement judiciaire, il n'y a plus de projet de croissance. À la limite, tu cherches un repreneur.
Mais bon, nous, on connaissait l'état du marché, on connaissait l'état de nos concurrents. On savait que c'était compliqué pour tout le monde. Ouais. Donc, on a essayé, mais on a trouvé un peu porte close chez tout le monde. Soit les gens étaient dans les mêmes galères que nous, soit c'était des gens qui étaient dans des marchés connexes. Je sais pas, on a parlé aux Galeries Lafayette, on a parlé à des grandes marques de mode et tout. Quand t'as eux qui te disent que leur core business est en danger, qu'ils ferment des magasins, qu'ils licencient du monde et tout, évidemment qu'ils vont pas faire l'acquisition d'une boîte qui n'a pas nécessairement montré qu'il y avait un chemin vers la rentabilité. Donc à ce moment-là, le rythme s'est vachement ralenti. On a un peu mis la boîte en autopilote. On avait quasiment plus de salariés. Là, j'ai sauté 4 ans en avant, mais on est du coup, quand on discutait au début, on était 2, puis rapidement on est devenu 15, puis au max on était 30, puis ensuite à la fin on était redescendu. On n'était plus que 3 personnes qui bossaient au studio photo, une chef d'équipe et nous 2 avec Marine et basta. Et ça pendant 6 mois. Et en fait, là, d'un coup, beaucoup de temps, ce que j'avais plus du tout eu sur les 4 années précédentes, et beaucoup de temps pour réfléchir, structurer un peu les raisons selon moi, pourquoi ça n'a pas marché, et aussi échanger avec plein d'autres entrepreneurs, dont des entrepreneurs de la seconde main qui avaient plié leur boîte quelques semaines ou mois avant nous, souvent pour des raisons un peu similaires, ou en tout cas, ils m'ont apporté leur éclairage, et je me suis dit, ok, en fait... voilà la vision qui me manquait un peu du marché. Déjà, quand on a essayé de vendre la boîte, je me suis dit, ok, je n'avais pas nécessairement conscience que c'était si compliqué pour tout le monde autour. Donc ça rajoute... comme tu commences à construire un peu l'histoire globale en disant, bon, ok, on était dans un marché encore plus compliqué que ce que je pensais. Et en plus, tu discutes avec d'autres mecs qui ont planté leur boîte et eux, ils ont tenté d'autres trucs que toi, tu n'as pas fait. Ils se sont plantés aussi et tout. Tu te dis, en fait, ouais, je pense que le marché est très dur, genre vraiment très dur. Et il faut adopter soit des positionnements technologiques. Donc ça, je sais qu'il y a des boîtes qui existent, donc qui vont faire de l'intermédiaire entre, je sais pas, des friperies, des grossistes, des machins, et qui vont créer un outil, une plateforme technologique pour faire ça. Soit tu es sur des trucs un peu de niche, et je sais qu'il y a des gens qui bossent là-dessus, sur... tu vois, de la technologie, soit dans l'IA, machin, pour que... soit tu produis des outils technologiques pour les acteurs qui sont déjà implantés depuis longtemps sur la seconde main, soit si tu es dans le monde où tu touches les vêtements, comme nous, j'ai pas la réponse, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas faire ce qu'on a fait, parce que je vois pas comment ça aurait pu marcher. En fait, quand je t'écoute, je trouve que tu vois, vous avec Marine, vous aviez une vision hyper claire de ce que vous vouliez que soit Hommage. Enfin, c'est très très clair comme t'en parles. Je comprends aussi que vous avez très tôt recruté des gens. Là où j'ai plus de mal à suivre, à comprendre, c'est que j'ai l'impression que malgré le fait que vous soyez entouré avec des gens très seniors, très vite, etc., vous avez pas eu le temps, ou toi t'as pas eu le temps avec Marine de trouver ton market fit, ton persona client finalement. Parce qu'en fait, entre ta vision et les gens qui achètent, comment le fait de vraiment t'entourer comme ça, avec le recul, comment ça se fait que vous n'avez pas réussi à avoir du temps pour vous, tu vois, à vous dupliquer pour justement pouvoir vous poser sur le pivot, en fait. Ouais. En fait, je pense que rapidement, on s'est retrouvé dans une boîte qui menait plein de projets de front et du coup il fallait être en support de tout le monde sur tous ces projets-là. Ouais, exactement. Tu fais du management, plus il y a des trucs qu'on gérait en direct et moi du coup je m'occupais notamment de piloter les levées de fonds, les relations investisseurs et tout. J'étais aussi, c'était plus moi le visage d'Hommage à l'extérieur. Marine, elle avait pour le coup nos opérations scalaient parce qu'il y avait vraiment beaucoup de flux qui arrivaient et là il fallait structurer ce truc là et c'était beaucoup de bazar et Marine de son côté, les personnes qu'elle avait dans son équipe, c'était pas les plus seniors du côté des opérations, c'était plutôt des profils hyper bien câblés, super débrouillards, machin, mais plutôt juniors et donc qui étaient dans une posture plus d'apprentissage. Et donc Marine, elle était très deep dans le contenu des opérations, quel process on met en place, quels outils, ça pète dans tous les sens, il y a des merdes tout le temps, donc il faut gérer ce truc là et en plus elle s'occupait du service client, donc vraiment elle avait le truc, le feu c'était des sujets vraiment brûlants tout le temps, bien sûr. Et moi du coup je supervisais donc il y avait Valentin, notre CTO, c'était normalement plus moi qui était en lien avec lui. Et en fait, il a beaucoup bossé pour les opérations aussi. Donc, ça faisait un espèce on supervisait tous les deux avec Marine. Mais de loin, c'est dur. La tech, tu connais pas trop et tout. Donc, voilà, ça crée une espèce de distance. Et ça, je pense que c'est un truc que je referais peut-être différemment.
si on devait repartir sur ce projet, déjà j'essaierais de ne pas le faire, mais si on m'obligeait, peut-être que j'essaierais de me dire il faut former un trio d'associés quand on est dans une boîte tech avec un associé tech. Ouais. C'est un classique, hein, on dit ça, mais en fait, et j'adore Valentin, notre CTO, mais juste je me dis en fait de prendre quelqu'un d'aussi senior, avec du coup plein d'autonomie, qui est super pédagogue et tout, mais en attendant tu comprends pas trop ce qu'il fait, et donc du coup il mène ses projets, et nous on lui faisait une totale confiance, mais je pense que ça nous a aussi un peu déconnecté de ce qui se passait côté tech. Là c'était plutôt une histoire de connaissances et tout, alors que si par exemple soit s'il était associé, peut-être que du coup il aurait été dans 100% de nos réflexions, avec des intérêts 100% alignés avec les nôtres et tout, et peut-être on aurait pris des décisions de manière collégiale, et peut-être les choses seraient passées un peu différemment. Ou alors, autre piste qu'on aurait pu faire, c'est peut-être recruter quelqu'un de très compétent techniquement, mais beaucoup plus junior en termes d'années d'expérience et donc d'autonomie. Enfin, Valentin, c'était un gars qui était CTO d'une scale-up avant, où il avait des équipes avec des dizaines de développeurs et tout. Je voulais plus un exécutant peut-être qui était capable plus un de exécutant, faire, ce qui veut dire que moi, donc là je sais pas, on est dans des trucs un peu techniques, mais ce qui veut dire que moi j'aurais peut-être plus dû adosser la chasuble de product, quoi, en disant en fait moi je suis celui qui doit comprendre quel produit, quelle offre on doit créer, et ensuite on va traduire ça en termes techniques, et c'est là où moi mon champ de compétences s'arrête. Mais tu peux prendre quelqu'un qui justement reprend le flambeau à partir de là, le besoin est très très clair, le besoin métier, et ensuite c'est parti, on code. Alors que là je pense que Valentin il était un peu au-dessus, quoi. Il donnait une dimension à la fois product et tech, il avait du mal à comprendre où nous on voulait aller, et donc je pense que c'est mon analyse, c'est de me dire le fait d'avoir recruté assez rapidement des gens seniors, ça a fait que nous on a beaucoup délégué, y compris des trucs qu'on n'aurait peut-être pas dû déléguer parce que c'était trop tôt, on n'avait pas une assez bonne compréhension parce que tu l'as assez bien dit, il y avait la vision qu'on avait au moment où on a créé la boîte, et puis il y a la réalité de qui est ta cliente, et nous c'était pas du tout ce qu'on avait imaginé. On s'imaginait monter une boîte pour nous, donc une boîte pour CSP+, citadins entre 30 et 40 ans, et la vérité c'est que nos clientes c'était plutôt Pascal, elle vit dans une ville moyenne, elle a 55 ans, et il se trouve qu'elle ponce déjà Vinted dans tous les sens, et elle a vu une nouvelle plateforme qui arrive où il y a des jolies choses, et elle se dit cool, nouvelle corde à mon arc. Et en fait, ça change beaucoup de choses dans la manière de présenter tes offres. De présenter ton offre, et d'aller chercher. Tu vois, de ce que je comprends, merci encore d'en parler, mais ce que je comprends, c'est que tu as, dans des pop-up stores, tu avais potentiellement des clients. Parce que ça marchait. Et tu vois, c'est ça que je trouve qui est... Non mais attends, juste pour préciser, quand je dis qu'on a toujours plus galéré du côté des acheteuses, en fait on a quand même fait une boîte qui a fait 2 millions de ventes et tout, en fait on suivait quand même une trajectoire qui était pas non plus catastrophique. Si elle était catastrophique, avec Marine on aurait mis un coup de frein à main, on aurait dit qu'est-ce qui se passe, on part une semaine tous les deux. Non, c'était plus, on se disait on n'a rien à faire limite côté vendeuse, on doit limite les freiner et tout, sinon nous on n'arrive plus à traiter le flux de vêtements. À un moment, c'est une anecdote, mais à un moment il y a une nana avec qui on collaborait, une videuse de dressing. Voilà, c'est un job où tu vas chez les gens et tu fais le tri dans leur dressing, et elle a fait un contenu sur nous. On avait un partenariat avec elle nous envoyait les fringues de ses clientes qu'elle mettait plus, et elle fait un contenu sur nous, genre random sur Instagram, un réel et tout, elle nous présente le truc, il buzz, mais genre buzz, genre je sais pas, 1,5 million de vues ou un truc comme ça, et nous on a été inondés pendant 3-4 mois. Genre littéralement inondés à cause de juste ce contenu-là. On a dû fermer les vannes et tout, liste d'attente, machin. Tu pouvais parrainer des gens pour remonter dans la liste d'attente et tout. Enfin, et nous, derrière, on était au charbon. Nous, avec Marine, on a recommencé à prendre des vêtements en photo, les steamer et tout le soir. Enfin, vraiment, c'était dingo, quoi. Et en fait, ce côté-là, il n'y avait rien besoin de faire. Mais le reste, on avait l'impression qu'on avait une trajectoire de croissance. On avait modélisé un BP... évidemment, comme tous les entrepreneurs, un BP de dingo, un business plan de fou. Bon, finalement, tu te dis, tu fais pas ton BP, mais tu fais pas non plus 10% de ton BP. Tu fais 60%, 70%. Donc, tu dis, j'avais été trop ambitieux, et tu refais ta trajectoire. Et là encore, t'es pas tout à fait dans les clous. T'as des mois qui décrochent un peu, mais t'es loin d'être ridicule. En fait, on était loin d'être ridicule. On avait une boîte qui se développait bien, mais juste, on avait l'impression de ramer pour aller chercher cette croissance. Et c'était là, en fait, le problème. Et après, si tu lis un peu des mecs qui ont réfléchi à ces sujets-là, notamment aux US, ils disent qu'en fait, ce truc de medium growth, qui est un peu genre, c'est pas l'hyper-croissance, c'est pas le skate, il avance tout seul, et toi, t'es là, t'as tracté et tout. C'est justement, t'as une croissance correcte, mais tu dois ramer pour l'avoir. Mais en fait, ça bute plein de boîtes, parce que généralement, ça veut dire que
tu n'as pas exactement trouvé le bon combo offre, canal marketing et persona en face. Et je pense que nous, c'est exactement ça qui nous est arrivé. C'est-à-dire qu'on ramait fort. Et quand je dis on ramait fort, c'est aussi on dépensait beaucoup d'argent en publicité. Pas de manière super efficace, parce que je pense qu'il manquait un truc, ou alors peut-être que... soit il manquait un truc, c'est-à-dire qu'on a loupé une manière de présenter notre offre différemment sur un autre canal à une persona différente, soit c'était un truc économique et de distribution où il fallait changer le modèle parce que ça tenait pas, quoi. Si pour aller chercher nos clientes il fallait dépenser 30 balles par cliente, sachant qu'elle va faire un panier moyen à 90, là-dessus on va refiler la moitié à la vendeuse, il en reste 45, puis t'enlèves la TVA, puis t'enlèves nos coûts de machin, bon, c'est bon, on a déjà perdu de l'argent. C'était ça, notre équation économique. L'importance de connaître en fait ton business model, de connaître ton secteur, etc. En fait, il y avait un peu peut-être que tu t'es lancé dans la mode, tu le disais tout à l'heure, tu ne connaissais pas assez. Si tu avais pris peut-être un peu de temps en amont pour mieux connaître le marché. Ça, je sais même pas, parce qu'au final, tu apprends quand même beaucoup plus en étant dedans. Ouais, puis tu t'es encadré aussi, a priori, de gens qui connaissaient. Ouais, des gens bien sûr. Mais c'était aussi un marché qui se transformait beaucoup. C'est-à-dire qu'il avait été dominé par essentiellement Le Bon Coin, où c'était le foutoir près 2015, 16, 17. Puis Vinted, qui a surtout explosé pendant le Covid. Donc nous, on est arrivé juste après ça. Limite, on ne voyait pas encore que Vinted était en train d'exploser. Et on s'est dit, nous, on arrive avec un service très nouveau. Et il y en a plein d'autres, des boîtes qui se sont lancées à peu près en même temps avec des services différents. Pas nécessairement comme celui d'Hommage, mais des trucs différents de Vinted. En se disant, on voit bien que Vinted, ça marche, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Donc, on va essayer de proposer des trucs... Et c'est vrai, mais c'est vrai que Vinted, ça marche pas très bien pour les vendeuses, par exemple, parce qu'il y en a plein qui ont la flemme. Mais Vinted, ça marche assez bien pour les acheteuses. Donc nous, ça, tu l'apprends. Voulais combler nous, on s'est dit, c'est un truc win-win, ça va marcher pour les vendeuses et pour les acheteuses. Mais en fait, la proposition de valeur était pas assez différenciante pour les acheteuses. Et du coup, on a testé plein de choses. Et peut-être qu'aussi, un truc qu'on aurait pu faire, c'est, au bout d'un moment, quand t'en es à ton 20e test pour essayer de faire exploser ta croissance, et que tout ce que tu fais, c'est réussir à maintenir c'était pas non plus ridicule, on a fait x4 la première année, x2 machin et tout, mais en fait ce que tu veux, c'est quand même à un moment sentir que tu déploies pas des efforts surhumains pour réussir à faire ce truc, parce que sinon la trajectoire, elle est vouée à s'aplatir. Et puis tu as quand même eu une deuxième levée de fonds, mine de rien, en 2023, donc c'est qu'il y avait quand même de quoi... Après 2024, je suis allé rechercher encore, parce que tout ça, nous, on cramait 100 000 balles par mois à la fin. Donc... ça part vite, quoi. Donc faut retourner. Et là, on s'est dit, on a déjà levé 2 fois des fonds. On savait qu'on était sur un modèle où, dans tous les cas, il fallait une grosse échelle pour absorber les coûts fixes. Donc, notamment les salaires, et puis d'autres trucs, genre le loyer de l'entrepôt, machin et tout. On savait qu'il fallait devenir gros. Et en fait, on voyait que plus on... ça, on le savait un peu, mais on voyait pas comment faire autrement. Donc, on prenait cette pensée, on la mettait de côté, on disait, on sait que ça nous coûte trop cher, mais on trouvera le moyen, et ça c'est le biais d'optimisme dont je te parlais, on trouvera le moyen plus tard de réparer ce truc-là. Et en attendant, il faut qu'on aille lever des fonds, et donc on va se maquiller, quoi. On va habiller la mariée. Le travail t'es pas très dur. Exactement. Et dans tous les cas, les levées successives, elles étaient obligées, parce que sinon on allait dans le mur. Alors peut-être que ce qu'on aurait pu faire, c'est ce qu'on a fait sur les 6 derniers mois, quand cette dernière levée, donc c'était une levée entre le seed et la série A, on a fait ce qui s'appelle un bridge, donc c'est un tour intermédiaire pour gagner du temps. On n'avait pas encore la taille critique qu'on voulait atteindre pour aller lever une série A, et surtout, on avait l'impression que les fonds de VC, qui étaient les financeurs auxquels on s'adressait, ils avaient complètement basculé sur une nouvelle thèse d'investissement, IA partout et tout, et donc des modèles plus traditionnels comme le nôtre, donc des plateformes sans revenus récurrents, B2C, avec des opérations et tout. Ça, c'était plus du tout la mode, quoi. Donc on savait que ça allait être super dur, et on s'est dit, ok, on va se transformer pour leur plaire, et donc on va dérisquer un peu notre business. Donc on a dit, typiquement, on a 2 métiers opérationnels, le studio photo, l'entrepôt, on va l'outsourcer, on va le confier la logistique à un logisticien professionnel, parce que comme ça, on va déjà avoir moins de gens. Donc c'était une première étape de réduction du nombre de personnes, et moins de charge mentale, parce que finalement c'est pas beaucoup de valeur ajoutée pour notre boîte, mais beaucoup de galères. L'investissement, le temps que ça prenait. Par rapport, même dans le cœur de notre proposition de valeur, on s'est dit, là où nous, on amène vraiment un service, c'est sur le studio photo. C'est quand on fait le contrôle qualité, c'est quand on shoot les vêtements super vite et tout, et qu'on a la tech derrière pour faire le pricing automatisé, pour faire En gros, ça, on s'est dit, ça, c'est là où on amène de la valeur. Il n'y a personne qui fait le truc comme nous sur le marché, c'est vraiment nouveau. En revanche, stocker des vêtements, préparer des commandes, les envoyer... Ça, il y a une subtilité en seconde main, c'est que les pièces sont uniques, tu peux pas faire de la logistique classique.
Mais sinon, tu trouves des gens pour le Ouais. faire. Et donc ça, on s'est dit, hop, on va le confier à quelqu'un d'autre et ça va dérisquer notre business du point de vue de l'investisseur. Parce qu'il va se dire moins de coûts fixes, moins de people à gérer, donc moins de complexité opérationnelle, moins de complexité RH. Et c'est vrai. Il y a d'ailleurs une boîte de seconde main plutôt B2B qui s'appelle Foam, qui existe encore et qui a levé pas mal d'argent. Et eux, ils ont un modèle un peu comme le nôtre, sauf qu'ils sont en partenariat avec les marques. Enfin bref, je vous passe les détails, mais il y a des opérations, c'est juste qu'elles sont gérées par un logisticien. Et la tech, elle ne voit pas de problème. Enfin, le monde des investisseurs tech ne voit pas de problème du coup avec un modèle comme ça. Techniquement, c'est un peu le même business, mais bref, ils trouvent que c'est différent. Donc nous, on a fait ça. Et on s'est aussi dit, on va mettre de l'intelligence artificielle dans nos processus, parce que tout le monde ne parle que d'IA. Si on arrive sans parler d'IA, on va nous renvoyer direct dans nos 22. Donc on a dit, OK, pas de souci. On prend des briques de notre processus et on essaie de les automatiser avec de l'IA, ce qu'on a fait. Mais pour ça, on avait besoin d'un peu de temps. Donc là, on dit, on fait un bridge. Et là, le bridge, ça marche pas très bien, quoi. Ouais. Là, on voulait 500, 600, 700 000 euros. Et en fait, on arrive péniblement à 200 000 et quelques. Nos investisseurs historiques, ils nous disent on ne peut pas vous suivre, les gars, on n'a plus d'argent. Enfin bon, bref, le monde de la tech avait changé. Hein. Il y avait beaucoup moins d'exits, donc il y avait moins de liquidités en circulation. Et en plus, on a lancé. On s'est dit, c'est pas grave, on a un business assez communautaire, on va faire un tour de crowd, donc de crowdfunding. Et en fait, on lance le tour au moment où Macron dissout l'Assemblée et tout, l'enfer, parce que tout le monde est focalisé sur autre chose, quoi. Et toi, tu essayes de dire, financer Salut, ma j'ai besoin de boîte et tout. Et en fait, tu as l'impression de créer dans le désert, donc il se passait pas grand-chose. Et voilà, et donc avec cet argent, là, 220 ou 230 000 euros, bah, nous, avec notre rythme de dépenses, de burn, ça nous donnait 2 mois, quoi, 2 mois et demi. Donc on s'est dit, c'est pas du tout assez, quoi. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc il y avait 2 options, soit on rend l'argent, et on dit, tant pis. Du coup, mais ça, c'est assez violent. Tu poses le stylo direct, et là, ça se répartit en liquidation une tout de dernière suite. chance. Ou tu te donnes une dernière chance, mais ça impliquait beaucoup de changements structurels. Et c'est là que tu as dû prendre des décisions radicales. Ouais, du coup, c'est la question que j'allais poser. Moi, je suis un entrepreneur bootstrap, c'est-à-dire que j'ai fondé Shodo avec mon cash, grosso modo. Je comprends complètement la logique de levée de fonds qui te permet d'accélérer, etc. Et c'est pas le sujet. Et encore une fois, je te remercie d'en parler. L'interrogation que j'ai, c'est à partir du moment où tu te rends compte que ça commence à ralentir, j'imagine que tu te dis comment est-ce que je peux devenir rentable solo? C'est quoi le gap? Pour trouver ta renta, c'était quoi l'horizon, c'est quoi les chiffres, les montants? Ouais. Là, c'est exactement ça qu'on s'est posé comme question. Alors, nous, en fait, le truc, il nous a un peu tombé dessus subitement parce que ne serait-ce que 2 mois avant, on faisait notre meilleur quarter ever, donc avec des très beaux chiffres, super croissance et tout, et vraiment limite un point d'inflexion dans la courbe, mais dans le bon sens. Ouais. Et donc ça, c'était fin mars. Et là, alors oui, on carburait toujours à la grosse pub, mais ça se passait bien, quoi. Et là, je me souviens, on avait eu un meeting avec le board, fin du premier trimestre et tout. Génial, bam, les chiffres et tout. Peut-être qu'on a enfin craqué un truc. On n'avait rien changé fondamentalement, mais on s'est dit peut-être que, voilà, au niveau notoriété, je sais pas quoi. Enfin, voilà, exactement. Voilà, ouais. Et là, avril, mai, les chiffres qui patinent un peu. Tu redescends un peu au niveau de février et tout. Tu es là à dire, attends, c'est quoi ce... On était parti, quoi, qu'est-ce qui se passe et tout. Là, mai, on se dit, c'est pas grave, de toute façon, maintenant on est focalisé levée de fonds, et là, la levée de fonds qui patine et tout. Et donc, en fait, entre mi-fin avril et début juillet, où là, on s'est dit, OK, on est dans la merde, il faut tout changer, ça a été super rapide. Enfin, le truc, il nous a un peu tombé dessus. Et du coup, pour tout le monde, ça a été assez violent, ce truc. Et là, avec Marine, du coup, on a passé C'était les pires moments, ça. C'est les pires moments, c'était fin juin, juillet, où on s'est dit, OK, ça va pas le faire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde l'argent et tout? Et là, justement, on commence à se poser cette question. C'est quoi le gap pour devenir rentable, tout seul, ou avec le cash qu'on a à dispo? Et le gap, en fait, il était colossal, parce que le modèle sur lequel on était, c'est-à-dire un modèle de plateforme, ou du coup, avec beaucoup de flux, c'est que tu prends finalement une petite valeur sur chaque vente. Et donc il faut beaucoup de ventes, beaucoup de volume, beaucoup de flux pour que au bout d'un moment, même si tu réduis les coûts, et si tu réduis tes coûts, des coûts mais fixes. même si tu réduis tes coûts fixes, en fait, le truc c'est que la marge contributive que tu dégages sur chaque produit ou chaque commande,
elle est très faible. C'est de l'ordre de quelques euros. Donc en fait, il faut Faire ne serait-ce que du volume. Donc j'ai eu la même réflexion que toi, mais si tu te dis j'ai mettons 30 personnes, j'ai outsource une partie, donc c'était notre cas, on avait 30 personnes à ce moment-là, j'ai outsource ma logistique, donc juste l'entrepôt, etc., un logisticien externe, donc ça je variabilise mes coûts fixes et tout, c'est bien par plein d'aspects, je réduis en plus ma masse salariale, passe de 30 personnes à peut-être 18, un truc comme ça, ou 12, ou 20. Ok, première étape. Ensuite, sur les 20, il y en a peut-être 8 qui sont au studio photo, et ça, c'est limite des... le parallèle, c'est des coûts variables de production. C'est-à-dire que c'est des personnes, si elles sont pas là, je peux pas traiter les flux de vêtements et tout, je peux pas les enlever en fait. Donc c'est là, on est obligé de les garder. Et après, il y a 12 personnes, et en fait, 12 personnes, tu te dis, pour faire tourner la boîte, peut-être qu'il m'en faut que 7 ou 6. Et tu te dis déjà, c'est une énorme. T'as l'impression que tout le monde est essentiel, surtout que tu es venu les recruter toi et tout, c'est des gens que tu apprécies et tout. Et tu te dis, tu fais un cut de fou. Mais en fait, économiser 6 salaires, c'est beaucoup, mais à la fois, c'est pas suffisant pour arriver à ce truc où ta dynamique de croissance et la marge contributive que tu génères à chaque commande, elle n'est pas suffisante pour... il reste quand même 6 salaires et c'est quand même beaucoup, tu vois. Donc à l'époque, on faisait... on faisait peut-être 130, 140 000 euros de vente par mois et en fait, on dépensait 22, 25 000 en pub. Et donc en fait, tu vois, on était rapidement bouffé par notre modèle économique au-delà des salaires qu'il y avait en bas. Donc c'était infaisable, tu pouvais pas pivoter pour c'est ce qu'on a essayé de faire, mais les deux trucs sur lesquels on a dû jouer, en fait, je t'ai parlé du premier, donc réduire l'équipe au minimum, et donc on l'a fait. Donc rapidement, on n'était plus qu'une douzaine, y compris les personnes du studio photo. Donc ça veut dire que l'équipe siège, entre guillemets, il n'y avait plus que Marine, moi, plus 3 personnes. Et après, l'autre truc qui s'est passé, c'est qu'on a coupé toute la pub, du jour au lendemain. Et en fait, ça te fait repartir en arrière. Oui, je comprends. Par rapport à... Donc oui, tu as économisé des coûts fixes sur tes salaires. Mais t'es plus visible et du coup, tu vends plus. Mais tu as divisé ton business par 2. Ouais. Parce que la pub, ça nous ramenait entre 50 et 60% de nos ventes. Et d'un coup, tu te dis... Ok, j'ai gagné du temps environ les 6 salaires, mais j'ai perdu du temps. Mais j'avance moins vite. Tu as perdu du temps parce que tu reviens à un niveau de business qu'on faisait peut-être 12 mois avant, et on avance moins vite. Et avancer moins vite, c'est peut-être le truc qui nous a tués, parce qu'à la limite, on s'est dit, ok, on faisait, mettons 150 pour simplifier, 150 000 euros de vente par mois, là peut-être qu'on redescend à 60-70, et encore, déjà, il a fallu reconstruire un peu ce truc-là, parce que c'était en organique pur, donc il faut changer un peu les manières de communiquer et tout, plus d'emailing, plus de trucs, le parrainage, le truc qui fait revenir les gens organiquement et pas juste tu payes, ils cliquent, ils achètent et voilà. Et surtout, on voyait que on avait réussi à reconstruire ces chiffres mensuels et une nouvelle trajectoire de croissance, mais en se reposant beaucoup sur notre base client existante. Et là où on galérait, c'était de faire arriver des nouveaux clients. L'acquisition organique, si tu la bosses pas depuis 4 ans, c'est pas en 6 mois que tu vas d'un coup te dire maintenant mon SEO, en plus le SEO était plutôt performant, mauvais exemple, mais de dire ma communauté elle va porter le truc, moi j'ai un personal branding de dingo, plus des assets marketing et propriétaires, genre un podcast ou je sais pas quoi, tu vois, un truc qui fait que ça fait un peu boule de neige et tu l'as travaillé sur X années et au bout d'un moment ça contribue à te rendre visible. Nous on avait un peu ces trucs-là, mais pas assez pour nous rendre rentables en 6 mois. Et c'était ça ce qu'on a calculé, qu'en faisant toutes les économies de coûts, machin, y compris en coupant la pub, on avait du cash jusqu'à fin décembre, début janvier, et on était en juillet. Et donc on a dit on le fait, et l'objectif c'est de devenir rentable d'ici là. Et en fait, on a fait 75% du chemin. Donc en gros, on cramait 100 000 balles par mois. On a redescendu ce chiffre-là à peut-être 25 ou 30 000 euros. Et en soi, on aurait pu se dire... Tu veux dire qu'il te manquait un trimestre ou un quadrimestre pour être rentable ? Non, parce que en revanche, on n'avait plus confiance dans notre capacité de descendre encore plus bas. Tu vois, c'est-à-dire qu'on avait réduit le burn à un niveau divisé par 4. Mais en revanche, on avait tellement un souci d'acquisition organique, c'est qu'on s'est dit en fait on va épuiser notre base existante, donc nos chiffres en fait ils vont arrêter de grandir et on n'arrive pas à prendre le relais avec des nouveaux clients, et donc en fait au lieu d'avoir un burn qui continue à diminuer pendant 3-4 mois et après on arrive à l'équilibre, là on s'est dit on a probablement atteint un espèce de plancher et ça va probablement remonter et on va être dans la merde. Et ça c'est un truc qu'on commençait à intuiter en se disant en fait
voilà, on a changé beaucoup de choses. Il y a plein de trucs qui ont marché dans ce qu'on a changé, plein de décisions drastiques et tout. Mais quand même, on avait ce doute sur l'acquise. Et on s'est dit, si nous, on commence à avoir un doute, ça va être compliqué de vendre le truc. On a essayé de relever des fonds. Mais là, l'histoire, elle est inracontable, en fait. Enfin, elle est beaucoup plus dure. Surtout dans un marché tech qui était encore plus emballé par les trucs IA et tout. On a dit, bon, bah, on laisse tomber ce truc-là. Et c'est là où on a essayé de vendre et tout. Mais c'était le fait de ne pas avoir... mais c'était honnêtement... Il fallait qu'on le fasse, mais c'était insensé comme pari. Ouais, bien sûr. C'était trop court, ça pouvait pas marcher. Il y avait en plus on prend cette décision mi-juillet. Autant vous dire que jusqu'au 1er septembre, tu fais pas de vente en e-commerce. Enfin, c'est les vacances, en plus, en seconde main, tu as les soldes en juillet, où tu n'es pas très compétitif par rapport au neuf, donc tout le monde s'en fout un peu de la seconde main. Puis en août, mais vraiment, il se passe rien du tout. Et après, tu as ton truc back to school et tout. Mais ouais, mais sauf que les nanas, elles sont pas focus sur leurs fringues, elles sont focus sur leurs enfants, leurs trucs et tout. Et en fait, c'est souvent à partir de mi-septembre que tu commences à redémarrer. Ouais, les le ventes. timing, ça vous donne pas les ventes, ça? Black Friday, ça dépend de la posture que tu adoptes. Nous, en étant une boîte très engagée, on a fait des années contre, on a fait des années on coupe le site et tout, enfin des trucs assez radicaux. Et on a aussi parfois essayé de un peu plus jouer le jeu en essayant de faire des ventes, en se disant quitte à ce qu'elles achètent des fringues, autant que ce soit chez nous. Et ça, c'est ce qu'on a un peu essayé de faire. Mais le Black Friday de 2024, qui était du coup juste avant notre entrée en redressement judiciaire, c'était trop tard. C'était trop tard, c'était clair. C'était clair qu'on avait repris la bonne trajectoire, mais qu'on n'arriverait pas. Qu'on n'arrivait pas à ce point d'équilibre et qu'on aurait du mal à insuffler la vision à des investisseurs extérieurs qu'on allait y arriver. Parce que même nous, on n'y croyait plus trop. Okay. Et donc là, avec le recul, tu te dis que tu aurais peut-être dû embaucher moins vite, autrement. D'un pur point de vue RH, je et pense... prendre des décisions radicales plus Après, rapidement. Les deux. Ouais. Je pense qu'il y a typiquement... Il y avait des profils qu'on a bien fait d'embaucher parce que vraiment ça venait combler des lacunes, mais ça n'avait aucun sens qu'on essaie de les combler nous-mêmes, notamment la partie stylisme, direction artistique et tout. Enfin, tu viens pas de ce monde-là. Tu vas pas l'inventer. Voilà, on va pas l'inventer. Je pense que côté tech, même si on est toujours potes avec Valentin, notre CTO, et c'est un mec en or et tout, je sais pas si c'était le meilleur recrutement d'un pur point de vue fiche de poste, stratégie et tout. Est-ce qu'on n'aurait pas dû commencer par quelqu'un de plus junior qui est plus un exécutant, nous garder plus la main là-dessus et comme ça on aurait pu nous vraiment se confronter à ces problématiques product plus dans le détail en tant que fondateur, alors qu'en fait on a délégué cette partie-là à un employé tout aussi engagé qu'il était. C'est pas tout à fait le même état d'esprit. Bien sûr. Et on a embauché Laurent qui est pareil, un pote maintenant et tout, mais je pense qu'on avait des compétences un peu trop similaires, lui et moi. C'est-à-dire que moi je savais faire son métier en fait, et du coup fallait que je le fasse. Au début faut... Et du coup je me suis focalisé sur d'autres trucs, etc. Mais en fait la vérité, c'est probablement que j'aurais juste dû faire son taf et peut-être moi aussi recruter une personne, 25 ans, tête bien faite, la main dans les campagnes. Et attends, avec du recul, tu le fais pas parce que tu te dis que d'autres vont mieux le faire? Ouais. Au début, c'est une forme de syndrome de l'imposteur. Ouais, probablement. Ouais. Au début, on se dit en fait, nous, on a la vision, on a les compétences strat, d'organisation, machin, de management. Marine avait clairement la composante opérationnelle. Oui. Moi, j'avais fait du growth marketing avant, mais en tant que manager d'équipe, pas en tant que je viens du Serail, j'ai eu les mains dans les campagnes Google et Facebook pendant longtemps et tout. Donc je me suis dit, je vais prendre quelqu'un qui sait faire ça. Et on s'est dit, on va gagner du temps. On va éviter de prendre quelqu'un qu'il faut former et tout machin, blabla. On va prendre quelqu'un. Puis en fait, tu cherches un profil avec un truc un peu large et puis tu tombes sur le gars qui a 33 ans, machin, qui a bossé pendant 10 ans dans des rôles growth et tout. Tu dis, trop bien. Tu t'es dupliqué trop tôt, du coup. Je suis un peu dupliqué, exactement. Ouais. Et Inès en opération, je pense que c'était exactement le bon recrutement. Typiquement, c'est quelqu'un qui a 2 ans d'expérience pro, hyper débrouillard, volontaire et tout, engagé, qui grandit avec la boîte et qui prend plus de responsabilités et tout. C'est exactement le bon recrutement. Puis après, je sais qu'on a aussi perdu du temps. On a recruté 2 autres personnes qui sont parties en fin de période d'essai, machin. Enfin bref, là, tu fais des erreurs, c'est classique, quoi. Mais je pense qu'on avait ce noyau dur qu'on a constitué dès le début. Et en fait, il y avait à la fois un truc de timing, peut-être trop tôt, et aussi sur certains rôles, trop seniors, surdimensionné, surdimensionné. Trop rapidement, quoi. Et après, les décisions difficiles, en fait, on les a prises d'un coup. Donc ça a été hyper violent pour nous, pour tout le monde et tout, même si ça s'est globalement passé de manière très fluide. Il n'y a pas du tout eu de prud'homme, on n'a que des salariés qui ont accepté des ruptures conventionnelles,
qu'on a fait très très vite et tout. Enfin, c'est aussi une histoire de valeur de la boîte, mais je pense que c'est on était dans cette boîte beaucoup plus que des collègues. Pour beaucoup plus, on n'était pas là pour devenir riche, quoi. Si je schématise, les gens avaient vraiment ils ont rejoint un projet à sens. Ils ont rejoint un projet où il y avait exactement une vision de l'impact, du sens. Et quand on a dit ok, pour sauver le projet, il faut qu'on coupe dans tous les sens et tout, il y a littéralement des gens qui ont levé la main en disant ok, je pars quand. Enfin, qui ont dit ça mieux, si on regarde un peu logiquement, je pense qu'il faut que je parte. Et ils n'avaient pas tort, sauf qu'on a pu pousser le truc un peu plus loin. Mais la plupart des gens sont partis, mais il y a quand même tout le monde a compris. Tout le monde a compris, et donc du coup ça s'est très bien passé par rapport à d'autres histoires de chute de boîtes dont j'ai pu parler avec les entrepreneurs en question, où tu te dis ça a été beaucoup plus dur avec les équipes. Nous, ça a été pas fluide, mais ça va, quoi. Tu penses que c'est dû au fait que tu avais un projet à sens, mais aussi par exemple par la transparence que tu as pu apporter au moment d'annoncer les... Ouais, je pense que ça peut les nouvelles jouer. On a essayé d'être... de manière générale, c'était un peu un fil conducteur chez nous d'être le plus transparent possible sur tous les chiffres. Et donc, quand la levée elle a commencé à mal se passer, Vous l'avez annoncé ? Toujours avec un discours un peu optimiste et tout, parce que je ne veux pas alarmer, mais c'était quand même assez clair que ça allait pas bien. Ça se passait pas super bien. Et voilà, donc on l'a annoncé au fil de l'eau, et que ça se passait pas bien, qu'on allait mettre ses efforts en place, puis une semaine après tu refais le point, tu dis ça se passe toujours pas super bien et tout. Mais bon voilà, il y avait quand même des gens qui étaient plus au courant que d'autres, mais globalement c'était une grosse surprise pour personne. En revanche, je pense que ça a été une surprise pour tout le monde, y compris pour nous, un peu la vitesse et la violence du truc, parce que tu te dis en fait, si on décide là, d'ici la fin de semaine, est-ce qu'on prend l'argent ou on prend pas l'argent? Et si on prend l'argent, ça veut dire on dégage la moitié de l'équipe, on fait ci, on coupe la pub, on truc et tout. Et en fait, ça a été très dur, mais en fait, mine de rien, ça a quand même donné un nouveau souffle sur les 5 mois d'après, où tu as l'impression de revenir un peu à tes débuts, mais avec une organisation du coup beaucoup plus agile, beaucoup plus rapide. Et c'est là où tu te dis... Ouais, en fait, on était trop nombreux. Tu te dis, ta boîte, elle continue de tourner. Tu as sorti la moitié des gens du jour au lendemain. Et elle continue de tourner. Tu vas plus vite. Tu te dis, là, tu te dis... Alors oui, je sais, tu vis un peu sur le momentum du passé. Et tu as aussi pris le temps de construire des trucs sur lesquels tu t'appuies aujourd'hui. Mais quand même, tu te dis, ça te met un peu la puce à l'oreille. Tu te dis, j'arrive quand même à faire tourner le truc, à répondre à tous les tickets clients, à gérer mes investisseurs alors que c'est une période compliquée et tout machin. Donc il y a des trucs en plus à faire qu'il n'y avait pas avant. Et ton équipe, elle est 2 fois moins nombreuse et ça tourne. Tu te dis, bon, ça pousse à réfléchir. Et c'est aussi probablement ça qui m'a fait réfléchir en disant, ok, mais on savait que c'était un risque quand tu lèves des fonds de recruter trop de gens. On le savait. Et on avait l'impression d'aller doucement. Et en fait, je me suis dit, est-ce que, même en le sachant, on a quand même fait des erreurs? Et en fait, ma réponse est celle que je vous ai faite là. C'est de dire, oui, en fait, je pense que le crew du premier jour, un peu ce noyau dur, qui sont des humains que je regrette absolument pas d'avoir rencontrés, mais je pense que d'un pur point de vue strat, c'était peut-être pas ça qu'il fallait faire, et ça a dicté beaucoup de choses sur la trajectoire. Que dès le départ, en fait, en faisant ce choix-là, ça a été en fait, ça a créé une dynamique collective qui fait que on déléguait trop et machin, et donc du coup peut-être que la tech, on était trop distant, et on a toujours été trop distant pendant les 4 ans, alors que c'était un enabler assez fort de notre projet. Avec Laurence, marchait un peu sur les pieds sur la partie grosse, ça a toujours existé un peu ce truc, et voilà, en fait, mine de rien, c'était un peu écrit dès le début avec les choix qu'on a fait. Et est-ce qu'on aurait pu s'en rendre compte plus tôt? Probablement. C'est juste que, encore une fois, un peu ce truc de biais d'optimisme, c'est que tu vois, t'es pas dans une situation, t'es pas dans la merde, donc t'es pas obligé de prendre des décisions drastiques. Et souvent, quand même, tous les mois avec Marine, nous on se prenait une journée entière où on faisait un peu le point, déjà d'un point de vue perso, énergie, machin et tout, mais aussi d'un point de vue business. Et souvent, on était là à se dire, on est dans ce truc de medium growth, parce que j'avais commencé à le dire un peu, voilà. Et on est dans ce truc de ça croît, mais ça explose pas. Et souvent, on se disait, qu'est-ce qu'on fait pour le faire exploser? Et petit à petit, les discussions, elles ont dérivé en est-ce que c'est pas un problème? Et c'est pas juste ok, quelles actions on met en place pour accélérer. C'était vraiment est-ce que c'est pas un problème que quoi qu'on fasse, on ait l'impression de ramer. Mais là, on n'a jamais sauté le pas, quoi, de se dire ok, on change tout. Enfin, régulièrement, on s'est dit on change tout, mais en fait, on changeait tout par rapport à faire un pivot. Non, on changeait pas tout. On changeait à la marge. On gardait notre business, on gardait nos canaux de distrib, on gardait de la pub, on gardait les machins.
Après, comme on dit, c'est toujours plus facile de refaire le match après, mais quand tu dis que vous ne changez pas tout et que vous ne fassiez pas un pivot de manière très violente, c'était par manque de visibilité sur on va dire sur l'intensité du pivot qu'il était nécessaire de faire, ou c'est parce qu'en fait, tu as parlé beaucoup de biais d'optimisme, que je comprends très bien, et c'est aussi parfois le biais d'optimisme, ça retranscrit des fois, et je mets beaucoup de guillemets parce que ça m'est arrivé aussi, tu as un manque de courage managérial, tu vois, comment tu vois le truc maintenant? Peut-être qu'on a manqué de courage managérial, mais je dirais pas sur ce truc de pivot. C'était plus sur des décisions plus people, vraiment, ou des gens qu'on n'avait pas directement sous notre responsabilité, et nous on avait en fait l'intuition qu'il y avait un problème, et en fait en discutant avec leur manager et tout, on n'était pas d'accord, quoi, et donc nous on s'en est remis à la décision managériale en disant ok, c'est lui qui est avec c'est lui qui travaille avec eux au quotidien et tout machin, donc voilà, et nous ça revenait souvent ce truc et tout, mais en fait je pense que la vérité c'est qu'on avait raison, c'est qu'on avait des profils qui étaient pas forcément adaptés à une boîte early stage qui a besoin d'aller vite, et c'est pas pareil que des profils qui viennent de boîtes plus structurées où en fait la qualité prime sur la vitesse et tout. Là c'est quand même différent, et je pense qu'on avait la bonne intuition, et donc oui, là je pense que c'était peut-être je sais pas si c'est du courage managérial, mais en tout cas c'est un truc on n'a pas assez suivi cette intuition, et on aurait juste dû dire en fait c'est nous les boss, on décide, on sort, ça va être un peu dur, mais on pense que c'est la bonne décision, et si c'est pas la bonne décision, ce sera de notre faute, tu vois, et on assume. Et on n'a peut-être pas assumé, on s'est dit on va recruter des gens seniors, encore ce truc, tu recrutes des gens seniors, ils savent ce qu'ils font, et c'est comme ça qu'ils mènent son équipe, et très bien, limite on a besoin qu'il soit content avec son équipe pour que ça avance, donc on continue. Donc là je pense qu'on l'a identifié comme un truc où on aurait probablement dû faire différemment, et plus step in, et du coup avoir le courage de le faire. Mais après sur les décisions de pivot, je pense il y avait rien qui sortait clairement, en disant genre ok on galère, ça on avait déjà fait le constat, mais on disait soit on fait more of the same en changeant des choses, mais c'est pour ça que je dis c'est des changements à la marge. C'est tu dis on va faire des nouveaux projets de dingue sur de la com, sur des trucs et tout, mais en fait tu changes pas grand chose, tu trouves d'autres relais de croissance dans la même trajectoire, et en fait on n'avait pas une vision très claire de quelles étaient les autres trajectoires qu'on pouvait de toute façon, ça peut pas être simple, sinon vous auriez des millions de concurrents qui poperaient du jour au lendemain. Ça peut pas être simple, et donc on voyait beaucoup d'inconvénients aussi dans les autres trajectoires, y compris des inconvénients majeurs, genre on n'a pas envie de faire ça, Marine et moi. Donc et voilà, donc typiquement je parlais de lieux physiques, de distribution physique et tout, tous ces trucs là, ça c'est des trucs, on était aussi là à dire en fait on n'y connaît rien, on voit qu'il y a des mecs qui y arrivent, et nous on était le nez dans le guidon, on dit oui on pourrait tout miser sur ça, ou on pourrait faire ce projet-là, et normalement si on met ça dans un Excel, là à biais d'optimisme ça passe, et donc en fait tu te dis voilà, on continue dans cette voie là parce que c'est à ça qu'on croyait le plus, et en fait a posteriori tu te dis c'était vrai, c'était à ça qu'on croyait le plus, mais a posteriori tu te dis que c'était une erreur, et donc la question c'est comment on aurait pu prendre cette décision là différemment. J'ai pas la réponse, mais en tout cas être bien entouré, c'est très important dans ces moments-là, par des gens qui te challenge de ouf sur ces trucs-là. Et nous, on a eu un board très complaisant. Et pareil, c'est des gens que j'adore. Mais je pense c'était des gens qui étaient habitués à avoir des positions minoritaires dans les tours auxquels ils participent. Et donc, être un peu moins à te challenger, à te rentrer dans le très consensuel et en fait, le board trouvait ça génial, ce qu'on faisait. Et du coup, ça se passait super bien. On s'est jamais fait défoncer au board. C'est nous qui arrivions en disant on a des problèmes, le plan d'action c'est ça et tout machin. Et c'était là à dire trop bien et tout, voilà. Et quand on arrivait avec des bonnes nouvelles, ils nous disaient aussi c'est des bonnes nouvelles, quoi. Et globalement, ils trouvaient que notre reporting était hyper clean et tout. Et c'est vrai, c'est probablement des trucs sur lesquels on était fort. Peut-être aussi que nous, on maquillait bien le truc en disant on racontait l'histoire, et quand il y avait des chiffres qui étaient pas ouf, et on trouvait le moyen de les faire apparaître comme étant normaux ou comme étant dans une trajectoire d'amélioration et tout. Et ça, c'est voilà, j'ai fait 5 ans de conseiller en stratégie avant, c'est aussi le délire, quoi. Donc tout ça, c'est une espèce de sauce qui fait que il y a jamais personne qui te met le nez dans ton truc et qui te dit là, je pense que vous allez dans le mur. Et personne nous a jamais dit ça. C'est nous-mêmes, on s'est dit, est-ce qu'on va dans le mur? Peut-être et tout, mais en même temps, la voie de droite, on n'y connaît rien, donc on continue.
Et en fait, bam, tu prends le mur et là, tu refais le film, toujours plus simple. Ouais, et tu te bien dis, ok, en fait, probablement 18 mois avant, on aurait pu avoir la même conversation que celle qu'on a eue, peut-être pas 18 mois, mais genre 12 mois. Ouais. On a pu gagner 1 an et probablement, ça, 1 an, ça aurait fait la diff, surtout après avoir levé des fonds. C'est le moment où là, peut-être que ça aurait fait du bien parce qu'on aurait eu les caisses pleines. On se serait dit, en fait, non, il faut changer un truc. De toute façon, les mecs, ils ont déjà signé, ils ont déjà versé l'argent, donc maintenant, on y va. Ouais. Et on était majoritaire au capital, on pouvait prendre toutes les décisions qu'on voulait. Donc, Non, mais ça, en fait, ça résonne vachement ce que tu dis parce que c'est vrai que dans le monde entrepreneurial, de manière générale, je rencontre beaucoup de gens qui ont peur du conflit. Et en fait, la peur du conflit, elle entretient aussi tu vois, des relations où le feedback, notamment le feedback un peu négatif, on te le donne pas beaucoup. Et je le dis d'autant plus sincèrement que nous, au début de Shodo, je rentre pas dans les détails, mais en fait, on a fait une connerie. Tu vois, stratégique, on a fait une connerie. Et en fait, on fait une annonce qui pour nous est géniale, qui est un peu bâclée. Et en fait, on a des historiques qui sont des salariés qui nous volent un peu dans les plumes, tu vois, mais on est, tu vois, on vient de faire une annonce, derrière il y a un petit cocktail dînatoire, normalement c'est un peu chill et tout, puis on a des mecs qui arrivent un peu vénères. Et tu sais, moi sur le moment, je comprends pas. Ouais, puis même ça me vexe, quoi. Je dis putain, mais vas-y, mais en fait pourquoi ? Et en fait, ça m'a fait réaliser que très très souvent, les gens, quand ils te font un feedback négatif, c'est des gens qui aiment la boîte. Et c'est très compliqué de... Enfin, c'est vrai que on a tous... je pense que personne ne les confie naturellement, parce que c'est chiant, tu vois, on préfère ne pas avoir de problème, etc. Mais la culture du conflit, déjà le conflit, c'est que dans le couple ou au boulot avec les gens, c'est aussi l'occasion de se resynchroniser et d'avoir une relation qui repart un peu plus forte. Mais un cadre dans lequel les gens ils peuvent justement te donner un feedback négatif, c'est aussi faire en sorte que tu vois, laisser s'exprimer des gens qui en fait aiment la boîte et en fait moi j'ai appris à le prendre comme ça alors qu'avant tu sais, je me disais putain les gens qui râlent c'est des connards, tu vois. Pour le coup on avait alors que en fait non. C'est parfois oui, engagés qui te font confiance en plus. Mais souvent non. Ouais. Nous on avait une grosse culture du feedback chez Hommage parce que ça c'est un truc que le conseil en stratégie fait bien et comme on était passé par là avec mon associé on avait instauré ça et du coup on avait pas mal de feedback venant des employés qui là aussi aurait pu aussi nous alerter sur des trucs plus profonds quoi, sur le business. Mais en tout cas, ça a toujours été un truc important pour nous et du coup, ça faisait partie. Et ça a vachement pris chez eux. Nos employés se faisaient des feedbacks entre eux, des sessions formelles de feedback 360 et tout. Ils se faisaient des déj, machin. Enfin, c'était assez cool. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on en faisait. Et en fait, c'était plutôt, je pense, un outil RH qu'un outil strat, quoi, dont on s'est servi. Et je pense que par moment, quand ils remontaient des trucs et tout, ils osaient pas vous dire, tu penses que en tout cas, on allait dans le mur. Il y en a, je pense à un en fait, Laurent qui était sur la partie grosse. Je pense que lui, c'était peut-être plus le gars qui nous disait, je vois pas, sachant que c'était son taf, d'aller chercher du revenu. Il disait, une fois ou deux, et il m'a dit ouais, je suis pas convaincu qu'on est sur le droit chemin, mais en même temps on y a beaucoup réfléchi ensemble et on y réfléchissait régulièrement et on voyait pas l'autre chemin, donc on se disait on va être plus créatif et au bout d'un moment les économiques vont s'améliorer. Mais voilà, c'était aussi un mec qui a un gros biais d'optimisme, donc je pense qu'au bout d'un moment okay. Non, je pense que personne n'a joué ce rôle de dire guys, je le sens pas et en même temps, c'était dur pour les personnes qu'on employait parce que les plus au courant de tous les chiffres et tout l'analytique, c'était Marine et moi, genre de très loin. Personne n'était rentré aussi loin dans nos unit economics, comprendre vraiment sur chaque commande, sur chaque produit, combien on gagnait et tout. Et c'était nous, les mecs qui disions on perd de la thune, on je sais pas quoi, il faut qu'on change des trucs. Et on nous disait, c'était la posture classique de l'entrepreneur qui veut économiser des bouts de ficelle et tout, des bouts de chandelle à droite à gauche. Et il nous disait c'est pas cool, on a besoin d'investir, on a besoin de recruter. Et nous on était là à dire non et tout. Donc je pense que nous on avait cette vision-là. Mais on n'avait pas, il nous manquait peut-être le dernier degré de lucidité pour dire on est au courant, mais on
on sait aussi que les chiffres qu'on met, ils sont complètement bullshit et on n'arrivera pas à les délivrer. Et ça, on n'est pas allé jusque-là. On était là à se dire, ça paraît ambitieux, mais faisable. mais réaliste. En fait, non, ça l'était pas. Et je pense qu'on le savait au fond de nous, mais qu'on se le disait pas. Et ça, c'est peut-être un truc qui aurait pu être repéré par des advisors ou autres qui nous disaient, les gars, en fait, il n'y a rien dans ce que vous avez démontré jusqu'à maintenant qui prouve que vous allez être capable d'infléchir. Enfin, c'est la 3e fois que vous reforecastez le BP. Et d'ailleurs, ils ne nous demandaient même pas le BP. Et nous, on le savait. On savait qu'on avait reforecasté 3 fois notre BP à la baisse et avec à chaque fois une courbe d'inflexion dans le futur qu'on n'a jamais été capable de délivrer. Donc, je pense que c'était à nous, à ce moment-là, de prendre nos responsabilités et d'arriver à être lucide sur le fait que ça n'allait pas marcher. Mais je pense qu'on avait peut-être un peu peur de ce que ça voulait dire pour la boîte. Parce que tu te dis, OK, mais donc quoi? Enfin, moi, je vois pas d'autre chemin. Donc, est-ce que ça veut dire que je dois poser le stylo? Et 2, ça voulait aussi probablement dire des décisions difficiles qu'on a fini par prendre au pied du mur. Et comme nous a dit justement nos invests à ce moment-là, le moment où on a dit on a 5 mois pour sauver la boîte. Et du coup, il va falloir virer des gens et tout. Un de nos invests, je me souviens, nous a dit au tel, les gars, c'est là où tu fais la différence entre les 99% et les 1%. Il y a 1% des 99% des fondateurs, ils chicken out maintenant. C'est-à-dire, genre, le moment où il faut prendre la décision méga dure, virer les gens que tu kiffes, que tu as embauchés depuis le premier jour, tout changer, remettre à plat ton business, perdre toutes tes ventes et tout. La plupart des gens, ils font un truc un peu mou et la boîte, elle meurt. Et si vous êtes dans les 1%, vous allez prendre les décisions dures et peut-être que ça va marcher. Tu te redonnes une chance en prenant des décisions radicales. Ouais, mais en fait, si elles sont pas assez radicales, c'est en fait tu creuses ta tombe. Quoi. Et donc bon, et en fait ça c'est un truc utile. Nous, ça nous a aidé à mettre le curseur à ce moment-là. Bon, ça va pas marcher, ça aurait peut-être pu, mais peut-être en fait quand il réfléchit en rétrospective, genre avant, il dit en fait peut-être qu'on a été dans les 99% jusqu'à ce qu'on n'ait pas le choix, trop longtemps, jusqu'à ce qu'on n'ait pas le choix. Mais bon, c'est vraiment beaucoup plus facile d'en parler. Bien sûr, non mais c'est clair. Non, mais ouais, je te remercie d'en parler parce que déjà, c'est pas simple. Mais je pense que c'est hyper utile pour plein de gens, des gens qui ont envie de lancer des boîtes, des gens qui lancent des boîtes. T'en retiens quoi, toi, John? J'allais le dire, en fait, justement, je retiens plein de choses qui sont des confirmations ou parfois des apprentissages, mais le bon timing du recrutement, je pense que c'est important. Effectivement, tu vois, quand on lance des boîtes, en général, moi je dis souvent que quand on est cofondateur, on est souvent des généralistes. On est censé être bon un peu partout, on est excellent nulle part. Ouais. Et notre enjeu, c'est d'être mauvais nulle part. Ouais. Et c'est de tenir le plus longtemps possible avant de savoir se dupliquer pour faire rentrer là des gens qui sont hyper forts, qui sont plus forts que nous sur les cœurs de métier dont on a besoin. D'essayer de se maintenir sur les sujets sur lesquels on est indispensable, mais et s'auto-virer effectivement très vite là où on est dispensable. Mais effectivement, le bien recruter, le timing du recrutement, t'en as parlé, et effectivement, c'est clé. Avoir une bonne fiche de besoin aussi. Après, les autres sujets, moi, qui m'ont vachement touché, c'est... tu vois, tu parles des 99% versus des 1% qui chicken out. C'est l'inverse, c'est les 99% qui chicken out, mais vous l'aurez compris. Je pense que ça, c'est très très dur, tu vois, à un moment donné, d'avoir le courage de savoir quand est-ce que... les tripes, de savoir quand est-ce que c'est le moment. Et c'est hyper cool de l'entendre comme ça, parce que effectivement... quand tu décides pas, souvent là c'est la vie qui décide pour toi et pas trop dans le bon sens en général. Non, et le timing est souvent joue contre toi, quoi. Ouais. Dans ces moments-là, si tu laisses la vie décider, c'est que souvent c'est un peu trop tard que ça arrive. Ouais. Et la seule chose que je peux te dire, c'est je te souhaite vraiment d'en remonter une et de cartonner, quoi. Merci. Bon, on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Paul, pour tout ça, pour ce retour d'expérience qui a été super enrichissant. Hyper riche, et hyper transparent et très, très lucide, donc c'était très chouette. Avec plaisir. Merci, John. Et on repart riche de ton partage. Merci, Paul. Merci, Laurie. Salut. Ciao.